Le sac de Rome en 390 avant Jésus-Christ constitue le premier affrontement majeur entre Gaulois et Romains. Selon ce que nous rapportent les chroniqueurs de l'époque, même si c'est pas toujours fiable, l'invincible Rome est alors mise à sac et assiégée par les troupes de Brennus qui n'acceptent de lever le siège qu'au prix d'une douloureuse et humiliante rançon. Cet épisode qui nous est rapporté notamment par Gottlieb, tant qu'on y est. Cet épisode qui nous est rapporté notamment par Tite-Live va rester profondément ancré dans les mémoires romaines comme un véritable traumatisme qu'il s'agira bien plus tard de réparer. Alors toujours un petit point de contexte, au début, là on est au 4e siècle avant Jésus-Christ, et ce qu'il se passe, ce sont des invasions gauloises sur le nord de l'Italie. Donc on a des tribus gauloises qui veulent prendre possession des richesses du nord de l'Italie et qui se heurtent aux Étrusques et aux Vénètes. Ça, c'est pour ce qui est du nord de l'Italie. Bon, Rome, c'est au milieu, vous situez à peu près. Et pour ce qui est du sud, eh bien, le conflit étant plus vaste, on a un conflit qui oppose les Syracusiens, c'est-à-dire des Grecs installés en Sicile, au monde étrusque également. Donc Rome est un peu prise entre deux feux, mais malgré tout, déjà à cette époque, Rome n'a jamais été aussi puissante et déjà elle est réputée comme invincible militairement. Et pourtant, cette année 390 avant Jésus-Christ, la ville va faire face à un immense danger, sans doute le plus grand danger de sa jeune histoire. Ce danger, ce sont les troupes gauloises sénones de la région de Sens, rassemblées par le chef gaulois Brennus. Au départ, ça ne concerne absolument pas Rome, je vous l'ai dit, c'est le nord de l'Italie. Les Gaulois de Brennus assiègent la ville étrusque de Clusium en Toscane. Les habitants de Clusium vont décider d'appeler les Romains à l'aide. Plutôt que d'envoyer une armée, Rome va envoyer, nous dit-on, 3 émissaires pour négocier avec les Romains. Avec ces émissaires, ça va très mal se passer, il va y avoir un petit échauffouré qui va commencer, et là aussi, nous dit-on, un chef gaulois aurait été tué de la main même de l'un des émissaires romains. Pour les Gaulois, évidemment, c'est inadmissible, c'est un casus belli, donc les Gaulois vont menacer Rome pour leur demander réparation. Mais cette réparation, c'est de leur livrer les 3 ambassadeurs. Le problème, c'est que ce sont des gens de bonne famille, donc le Sénat romain va refuser. Alors les Gaulois vont décider de marcher vers Rome pour ce qui s'apparente à l'époque à une expédition punitive. Un premier affrontement va opposer les troupes romaines, puisqu'on a mis sur pied une armée, à la hâte il est vrai, aux Gaulois sur les rives de l'Alia. C'est la bataille de l'Alia, à seulement 16 km au nord de Rome. On nous parle de 15 000 hommes mal formés, mal équipés du côté romain, et côté gaulois, c'est plus de 30 000 hommes. 30 000, c'est vraiment le minimum. Des fois, on entend 150, 170 000. Enfin bref, les Romains sont en infériorité numérique et ils vont vite se retrouver submergés par les Gaulois. Pour les survivants, c'est la débandade. Seuls quelques-uns parviennent à rentrer à Rome. Et la ville est désormais quasiment sans défense, puisque justement, on a pris sur la garde romaine pour envoyer un corps expéditionnaire affronter les Gaulois. Donc, il reste plus grand monde. Les Gaulois vont être les premiers surpris de la facilité avec laquelle ils ont défait les troupes de l'invincible Rome. Et donc, ils vont avancer vers Rome, mais en se méfiant parce qu'ils reniflent qu'on pourrait bien leur tendre un piège. Bon, en réalité, il n'y a aucun piège. Les Romains ont déjà abandonné toute idée de défendre Rome. Ils se contentent de mettre les objets sacrés en sûreté dans d'autres villes, et surtout, eh bien, ils concentrent ce qui reste de la population sur le Capitole, puisque c'est la zone la plus fortifiée. On envoie donc au Capitole tous les hommes en âge de se battre, les sénateurs dans la force de l'âge évidemment, avec leurs épouses et leurs enfants. Dans les rues de Rome, à ce moment-là, il ne reste donc plus que les magistrats les plus âgés, les senes, bon, je ne sais pas si je prononce bien le latin, qui vont prononcer la formule de devotio, c'est-à-dire qu'ils acceptent de se sacrifier et d'attendre chez eux l'arrivée des Gaulois dignement. L'armée gauloise va rentrer dans Rome 3 jours après la victoire de l'Alia. Évidemment, ils ne sont pas équipés de machines de siège à l'époque, et donc ils vont s'installer autour du Capitole et se préparer à un long siège. Au départ, les guerriers gaulois sont assez impressionnés par ces vieux sénateurs qui restent chez eux, assis sur une chaise en attendant la mort. Mais une altercation entre un chef gaulois et un sénateur, le sénateur
qui a refusé de se faire tirer la barbe, va frapper le chef gaulois avec sa canne d'ivoire. Et là, ça va dégénérer et tous les sénateurs et les habitants qui restent vont être massacrés par les Gaulois qui vont en profiter pour piller et incendier la ville. Les assiégeants gaulois vont alors tenter une première attaque sur la citadelle romaine du Capitole, mais l'attaque va être repoussée, alors on revient à l'idée de s'installer pour un long siège. Un second assaut gaulois, resté très célèbre, va avoir lieu de nuit. Les Gaulois vont vouloir profiter de la nuit et du fait que les gardes sont endormis pour tenter d'ouvrir une brèche, de grimper jusqu'au Capitole. Et là, ce sont les célèbres oies du Capitole, les oies sacrées de Junon. Justement, c'est parce qu'elles sont sacrées que les Romains ne les avaient pas mangées, parce qu'il se fait faim au bout d'un moment en période de siège. Et ces oies qui entendent les Gaulois vont s'envoler et déclencher l'alerte. Marcus Manlius, celui qui est en charge de la défense, va être réveillé par ces oies et va empêcher les assaillants de prendre pied au sommet de la colline. Il y a une autre anecdote assez amusante pendant ce siège, assez symbolique aussi. On nous dit que le jeune pontife Caius Fabius, rien à voir avec Laurent Dorcio, s'est fait remarquer parce qu'il a, en plein siège, traversé totalement les défenses gauloises pour se rendre à une cérémonie familiale. C'est-à-dire que le mec, en plein siège, il passe à travers les assiégeants pour aller se bourrer la gueule en famille tranquillement, quand même. En fait, il n'a pas du tout été se bourrer la gueule, c'était une cérémonie familiale religieuse, et c'est justement pour ça que les chroniqueurs antiques ont rajouté cet épisode pour montrer la piété des Romains. Aujourd'hui, les épisodes du Capitole, enfin des oies du Capitole, comme la petite anecdote de ce mec-là, sont considérés comme légendaires. Quoi qu'il en soit, le siège continue, et après 7 mois de siège, les Romains, qui sont en proie à la famine, vont finir, nous dit Tite-Live, par négocier leur reddition contre le paiement d'une rançon. Cette rançon, elle est colossale, elle est de 1000 livres d'or, soit 330 kg d'or. C'est énorme. C'est là qu'intervient une autre anecdote restée célèbre, c'est lors de la pesée de l'or pour la rançon. On nous dit que les Gaulois auraient utilisé de faux poids pour avoir plus d'or, et que là, les Romains ont commencé à s'insurger. Et c'est à ce moment-là que Brennus, le chef gaulois, aurait jeté son épée dans la balance en s'écriant « Vae victis », c'est-à-dire « malheur au vaincu ». Évidemment, il y a beaucoup de légendaires dans cette anecdote, et même pour ce qui est de la levée du siège, eh bien aujourd'hui, on pense plutôt que ce sont les Gaulois qui ont demandé cette levée de siège, puisque les Vénètes étaient en train d'envahir leur terre d'origine. Au final, tout ça, c'est un peu brodé par les auteurs romains antiques. Il est fort probable que les Gaulois ont véritablement pillé et incendié Rome à ce moment-là, qu'ils aient défait les armées romaines, mais pour ce qui est de tout ce qui est brodé autour, les oies du Capitole, la rançon, etc., ça, c'est le légendaire. Le but pour les historiens romains, c'était évidemment d'atténuer cette humiliation en y insérant des héros et des actes héroïques. En parlant de héros totalement fantasmés, c'est le général Camille, ça c'est Tite-Live qui nous rapporte ça. Il nous raconte que le général Camille serait intervenu avec une armée qu'il était parvenu à rassembler juste au bon moment pour contester la légalité de la rançon. S'en serait suivi un combat entre les Gaulois de Brennus et les troupes de Camille que les troupes romaines auraient remporté, et ensuite une deuxième bataille 10 km plus loin, je crois, encore une fois remportée de manière écrasante par les Romains. Au final, là aussi, c'est un mensonge total de Tite-Live. Il fallait un héros et il fallait laver l'humiliation de cette rançon. Quoi qu'il en soit, même s'il y a beaucoup de légendaires là-dedans, c'est un événement historique qui s'est très probablement produit. On retrouve aujourd'hui des traces d'incendie dans la ville de Rome, mais surtout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un événement qui est resté longtemps ancré dans les consciences romaines et qui va devenir un véritable traumatisme national. Une autre conséquence de cet épisode, c'est que la ville de Rome, qui était alors une petite cité obscure du Latium, qui était méconnue des Grecs, va se retrouver subitement sous le feu des projecteurs, et donc les Grecs vont prendre conscience à ce moment-là de l'existence de Rome, et ils vont penser d'ailleurs que c'est une cité grecque. Mais ce qui est sûr, je l'ai dit, c'est resté profondément ancré dans les consciences comme un traumatisme, c'est que ça va générer chez les Romains une peur irrépressible du Gaulois. C'est pourquoi plus tard, les Romains vont accorder toute leur attention à neutraliser la menace gauloise. Dans un premier temps, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ça va aboutir à la conquête de la Gaule cisalpine, la Narbonnaise, et ensuite, avec Jules César, à la guerre des Gaules. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, même si évidemment il est brodé de beaucoup de légendaires qu'on n'a pas
qu'on a très peu de sources pour l'époque et donc que c'est pas vraiment de l'histoire exacte, c'est quand même très appréciable de se référer à ces petites légendes. D'ailleurs, si vous en voulez d'autres concernant les Gaulois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, si le sujet vous intéresse vraiment, si le sujet des Gaulois, de ce qu'il faut en penser, de ce que l'on peut en croire malgré le manque de sources, vous intéresse, eh ben, je vous invite aussi à lire cet excellent livre, Les Gaulois, Vérité et légende de Jean-Louis Bruno. Ça a été publié chez Perrin. Voilà. Merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté.